Il y a un proverbe chinois qui dit « Une bougie va finir que par s'éteindre, mais peut en allumer des centaines au cours de sa vie. » Si jamais ça brûle ou ça fait mal, tu te gênes pas, tu m'en dis. Quand je suis parti de Montréal, j'avais fini mon cours d'acupuncture, puis déjà en troisième année, j'avais fait tous les cours de musculo-squelettique qui étaient disponibles sur le marché. Donc, j'étais étudiant finissant, mais j'avais déjà fait toute la formation continue qui était disponible là-dessus parce que c'est ce qui m'intéressait. Puis j'ai rencontré le propriétaire d'une grosse chaîne de physiothérapie à l'époque, puis il avait voulu m'engager. Puis il m'avait offert un gros salaire, puis tout ça, puis toutes des belles conditions. Puis je lui ai dit, non, j'ai dit, moi, vous pouvez pas m'offrir ce que je veux. Ben, il dit, tu peux toujours demander. Il dit, on va voir. J'ai dit, moi, je veux le fleuve et les étoiles. Il dit, quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, ben oui, à Montréal, vous êtes en plein milieu du trou d'eau comme un gros chaudron, mais vous voyez pas le trou d'eau. Puis il y a tellement de pollution par la lumière que vous voyez pas les étoiles. Fait que moi, je suis venu vous rencontrer pour le plaisir, mais vous pouvez pas m'offrir ce que je veux. C'est moi, je veux revenir en région, je veux voir les étoiles, je veux voir le fleuve, je veux faire du kayak, je veux faire de l'escalade. Fait qu'il avait trouvé ça rigolo un peu, puis il dit, il y en a pas de monde qui ont ta formation en région. Fait qu'il dit, tu me rappelleras pour une job l'année prochaine. Fait que, bon, à Noël, j'étais un peu fantasme, j'ai envoyé une carte postale qui m'a pas répondu, mais j'ai envoyé une belle carte de Noël lui disant que j'étais très content d'être à Rivière-du-Loup. Et je me rappelle bien, j'avais booké la première année avec 7 500 $ dans mes poches. C'était pas très riche, mais c'était très heureux, fait que ça c'est arrivé au but escompté. C'est faux de dire que tu vas tout guérir. Des fois, tu as des conditions chroniques, tu as des conditions de maladies dégénératives. Donc, tu vas seulement accompagner, aider le patient. Dans des cas de cancer, bien, tu soulages l'anxiété, tu aides au sommeil, tu aides au système immunitaire, mais tu sais que tu ne peux pas guérir le patient. La guérison, elle se fait à plusieurs niveaux, puis l'approche que je fais est vraiment dans ça. Merci. De toute façon, je vais repasser dans 15 minutes. OK. Je traite un corps, un cœur et un esprit. Donc, en gardant ça à la tête, ben, puis en travaillant du mieux que tu peux, c'est difficile de passer à côté. Mais il faut toujours investir le patient dans le processus de guérison. Sur le majeur qu'on relève et on pousse comme avec l'intérieur de la paume si on poussait dans quelque chose. Garde le corps droit et on étire les bras. On garde la pause durant 1 minute.
principe, l'idée, on pousse, on roule à l'extérieur. Ici, on va aller faire l'eau. Je vais juste appuyer avec ma main, juste le temps de repousser. Je le remets en hausseur, la main qui garde. Je repousse. En tombe. Dans les principes internes du Tai Chi, prendre l'autre arme. Les principes externes, prendre la détente. L'école du Chi, ça s'est mûri sur une longue période. Il y a eu un événement déclencheur qui a été fort. On pensait déjà depuis quelques années à faire une école, faire un centre, faire un milieu de vie en fait où ce que les gens pourraient venir, où ce qu'ils pourraient apprendre de ce qu'ils ont ici, grandir et transmettre à l'intérieur de tout ça. Ce qui a propulsé la chose, ça a été le décès de mon frère par suicide. Ça va bientôt faire 10 ans. J'en parle de temps en temps, j'en parle des fois dans les entrevues parce que ça fait réfléchir les gens sur l'importance de la vie, parce que la vie, c'est la chose la plus précieuse, tu sais. Fait que quand mon frère est décédé, ben moi, ça a enclenché un paquet de processus. Puis à un moment donné, ben tu supportes ta famille, tu supportes tes proches, tu te ramasses toi-même dans le fond du baril, puis tu te demandes pourquoi tu es rendu là, puis là, tu as deux choix fondamentaux. Tu rebondis ou tu restes dans le fond. Fait que moi, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais rebondir. Fait que j'ai ramassé une petite armée de bénévoles. On était 12 personnes. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est un mot. C'est y croire. Pousser nos mains et notre corps vers l'arrière. On pousse. La chose la plus importante, c'est de travailler sur ton estime de toi. Tu sais, les arts martiaux, je pense que c'est le plus beau sport au monde parce que c'est complet. Un peu comme la danse et la natation, ça permet un développement de la gestuelle puis de la compréhension de ton corps qui est complète. Mais à travers les arts martiaux, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des arts martiaux, c'est qu'il y a une philosophie. Tu peux faire de la boxe, qui est un excellent sport, mais tu vas apprendre à frapper dans un sac. Ici, tu vas apprendre à pas frapper dans le sac avant de frapper dedans. Tu sais. Puis on va vraiment t'enseigner une série de valeurs très, très, très fondamentales, dont la première est la compassion, le respect, le dépassement de toi. Puis, à travers tout ça, on travaille ton estime de toi. Parce que ton estime de toi, c'est beaucoup ce que tu penses que tu es. Si tu penses que tu es médiocre, tu vas être médiocre. Si un jour, quelqu'un t'allume et il dit « Hey, t'es pas médiocre, t'es super, t'es bon, bravo, félicitations », bien là, le jeune, il se développe puis il va aller chercher cette information-là. Oh, j'espère que t'es fatigué un petit peu parce que t'as fait un bon cours. J'espère que t'as chaud pas mal. Ah oui. Demain, mon voisin. C'est beau, Arthur. On a toujours beaucoup de pression. Fait que le principe de l'école, on s'est dit, on va enlever la pression, on va enlever le premier P, puis on va garder le deuxième P, qui est le plaisir. Fait que moi, je dis toujours aux patients et aux étudiants, enlevez-vous de la pression, gardez le plaisir, ça va se faire pareil. Donc, d'enlever l'aspect compétitif, ça a permis à un paquet de gens qui ne voulaient pas nécessairement performer, qui ne voulaient pas faire un temps, qui voulaient tout simplement, comme moi en course, je dis toujours, je fais jamais un temps, je ne suis pas très vite en course, je cours juste vraiment longtemps, je fais jamais un temps, je fais une distance. Fait qu'on a dit aux gens, venez faire une distance ici, venez faire une approche qui va vous permettre de vous développer, puis vous n'aurez pas nécessairement de ceinture ou de galon ou de mérite ou de diplôme, mais ça va vous permettre de devenir meilleur pour vous, dans toutes vos natures, physiquement, émotivement, puis consciemment aussi, parce que le développement de la conscience, c'est une des choses les plus importantes ici. Premièrement, tu prends conscience de toi. C'est très égoïste, mais c'est normal. Tu ne peux pas être conscient de l'autre si tu n'es pas conscient de toi. Si tu es conscient de toi, de tes valeurs, que tu es vraiment bien positionné sur ton X, que tu pratiques la compassion et tout, bien là, tu vas vouloir te développer vers l'autre. Parce que comme dit le proverbe chinois, aide ton prochain, car aider ton prochain, c'est t'aider toi-même.
défis physiques puis les dépassements, premièrement, la chose que tu dis à tes patients, à tes amis, c'est « je vous recommande pas ça ». Donc, pourquoi tu le fais? Tu veux voir où elle est ta limite. Puis ta limite, souvent, elle n'est pas physique. Tu sais. Moi, j'ai commencé à courir il y a 3 ans. J'ai vu le vidéo très inspirant du Bromont Ultra d'un ami, Gilles Poulain, qui décrivait son expérience de son premier 100 miles. Fait que j'ai vu ça sur YouTube, j'ai regardé ça. Je l'ai regardé en loop 4-5 fois. Je me suis levé, j'ai dit « Wow, moi, je veux faire ça ». Hey, on était 3-4 mois avant, j'avais jamais couru plus de 10 km dans ma vie. 4 mois plus tard, je l'ai couru, je l'ai fini. On a parti une quarantaine, on a fini une dizaine. J'ai fini le dernier sur 10, mais je l'ai fini. C'était 160 km et des poussières avec les écarts. Et j'ai fini par 3-4 jours à l'urgence avec un arrêt rénal complet parce que j'avais trop poussé la machine. Et le gentil médecin urgentologue m'a dit qu'il ne pensait pas vraiment que mes reins allaient repartir, mais finalement, ils ont réussi à repartir avec un peu de patience puis bien des solutés. Fait que là, tu repousses toujours ta limite. Puis une fois que tu as fait un défi, ben, tu te dis, OK, est où la limite d'après? En 2016, je suis allé faire la Transpyrénéa, qui était 900 km, qui était la traversée en autonomie complète là, des Pyrénées, donc de la mer jusqu'à l'océan. Et ça a été une expérience fantastique de dépassement. Ben, finalement, on a fini une soixantaine, puis j'étais dans la soixantaine qui a fini. Pas parce que j'étais le premier puis le plus rapide. Parce que dans la vie, quand ça va mal, il y a un principe. Tu ralentis, mais tu n'arrêtes pas. Tu mets un pied en avant de l'autre. Fait que j'ai vomi durant 120 km, j'ai fait de la fièvre, j'ai fait de la température, j'ai fait des insolations. J'ai jamais arrêté de mettre un pied devant l'autre. Puis moi, mon but, c'était de me rendre jusqu'à l'océan, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça pour tout dans la vie, comme dans les défis. Il faut que tu saches avancer, puis il faut juste que tu aies une volonté indomptable, puis tu saches qu'à l'autre bout, ça va être meilleur. Il va y avoir des bouts difficiles, il va y avoir des bouts faciles, puis c'est un balancier qui va et qui vient comme ça. Le défi Everest, ça a commencé dans mon salon un soir avec 22 personnes. On voulait faire une levée de fonds pour une nouvelle fondation qu'on avait créée qui était en lien avec l'école. Donc, on voulait offrir les cours gratuitement à la population, aux jeunes, aux moins jeunes, puis permettre un accès aux cours. On offrait beaucoup de gratuité. On le fait encore à l'école. Les gens qui n'ont pas de sous, ils ne payent tout simplement pas leurs frais d'inscription. Puis j'ai dit, écoutez, gang, on va faire une affaire. On va ramasser des sous, on va faire un défi, ça va s'appeler le défi 8848 mètres Saint-Pierre-Everest. Ben là, tout le monde s'est viré, c'est quoi? C'est gang, on va leur faire monter la côte Saint-Pierre à 150 reprises, puis le monde va payer pour ça. Pff, le monde, c'était-tu fou? Puis avec un ensemble de bénévoles, ça faut toujours le dire, avec des cartes à punch, avec une journée d'octobre qui a plu, qui a fait tout et temps, qui faisait pas beau. 17 équipes de 15 personnes, 10 à 15 personnes, ont ramassé 59 000 $ 3 mois plus tard. On a eu 600 personnes la deuxième année. Fait que là, on a fait « Wow, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » t'sais? Fait qu'on a démocratisé encore plus la chose et l'année d'après, on a offert d'ordonner 85 % des montants. Le 15 % restant allait à la Fondation Jeunesse Côte-Sud, qui est le moteur de l'organisme. Donc, depuis le début, on est devenu le premier organisme canadien qui redonne 100 % des montants. Donc, cette année, on redonne, avec l'année passée, 90 % des montants dans les organismes et 10 % va toujours à la Fondation. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on ouvre à tous les organismes qui veulent s'inscrire.
Le but du défi, c'est de travailler sur la santé puis de travailler sur la jeunesse. Fait que des fois, en aidant la famille, en aidant les grands-parents, en aidant tous les gens autour, ben en fait, tu aides ta société au complet. On sait que l'activité physique de marche sur le dénivelé urbain, au niveau cardiovasculaire, c'est aussi bon que la course. L'impactage en moins sur les articulations. Donc, les gens sont allés, encore une fois, par plaisir. Parce que c'est un peu ridicule de monter une côte aller-retour. Tu sais, je veux dire, c'est fou quand tu penses à ça, puis tu accumules du dénivelé, des mètres, puis de la distance. Mais les gens, avec l'activité des mardis dans la côte, nous autres, c'est le mardi, on a commencé modestement, 40 personnes. 50 personnes. Puis les grosses journées, on a monté jusqu'à 250 personnes dans la côte qui venaient pratiquer pour le défi. Puis les gens, ils accumulent leur montée. Puis nouvellement, cette année, ils peuvent marquer leur montée sur le site Internet puis garder le cumul de ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont développé le goût puis le plaisir à l'activité physique. Mais pourquoi? Parce qu'ils montaient une côte? Non. Parce qu'ils socialisaient avec des gens pendant ce temps-là, parce qu'ils se lançaient des petits défis personnels, parce qu'ils se relançaient, parce qu'ils s'apercevaient que la première semaine, on a une dame qui a perdu 65 livres sur 3 ans. Encore une fois, c'est la culture du plaisir, du dépassement personnel, de l'estime de soi. Quand tu contamines quelqu'un comme ça positivement, que tu travailles dans son estime, qu'il s'aperçoit qu'il est « wow », tu sais, qu'il est bon, mais lui, après ça, il va aller en chercher plein d'autres autour. Puis c'est ce que le défi Everest a fait. Tu sais, ça a été parti dans un plan de fou avec une gang de bénévoles, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça vit de lui-même, puis ça vit à l'année, puis ça permet aux gens de se remettre en forme, d'aider une société, puis de motiver des jeunes à faire pareil. Je pense que c'est une valeur citoyenne fondamentale que d'aider son prochain. Si tu le fais, ça va juste t'apporter à toi. Parce que ton prochain, c'est toi-même. La personne à qui tu tends la main puis tu donnes un coup de main, ben il y a sûrement un enfant ou un frère ou un ami qui connaît un ami qui te connaît. Puis, tu sais, toute cette implication-là, la plus belle chose, là, c'est que tu vois pas la finalité de ça. Puis c'est vraiment la plus belle chose. On essaierait de retracer où sont allés les 630 000 $ du défi Everest. On sait que c'est allé dans 227 organismes. Mais comment de sourire ça l'a allumé sur les lèvres des enfants? Comment de jeunes ça a permis de faire leur sport ou leur activité puis ils ne pouvaient pas le faire? T'sais? L'implication communautaire, c'est exactement comme un iceberg. Tu vois juste la pointe, tu vois les bénévoles qui pédalent, tu vois les gens qui travaillent fort, mais en fait, c'est tout ce que ça sous-tend. Puis quand tu aides ta société, ben c'est un peu comme une balance avec des grains de riz. Tu prends une grain de riz du côté négatif, tu le mets du côté positif. Ça a l'air de rien, mais si à tous les jours tu fais ça, tu ramasses une canette de liqueur qui traîne à terre, tu ramasses un sac de déchets, tu donnes un coup de main à quelqu'un pour traverser, bien, cette personne-là va avoir plus envie d'aider les autres. C'est toujours sur le principe que dans ta vie, tu reçois beaucoup plus de négatif que de positif. Mais qu'est-ce qui te fait du bien? C'est le positif que tu reçois. Mais si un jour tu décides d'être un agent contaminant positif, tu décides d'aider positivement, de féliciter les gens, de t'intéresser à leur famille, t'intéresser à ce qu'ils font, de féliciter leur succès, bien là, ces gens-là, ils deviennent de plus en plus compétents, fiers, puis ils vont vouloir aider les autres aussi dans ce sens-là. Fait que l'action communautaire, ça va avec ça. Je pense que chaque citoyen devrait faire une part de bénévolat, pas pour l'action qu'il fait pour l'autre, pour le bien ultimement que ça lui fait à lui de donner. T'sais. Un grand psychiatre français a dit « Le don, c'est quoi? C'est de donner jusqu'à temps qu'il ne reste que le plaisir d'avoir donné. » Fait que pour moi, c'est ça l'implication communautaire.